deuxième, très rapidement, Honda, ils ont toujours pas l'arme, donc ils décident de ne pas le faire et de ne pas le faire du tout cette fois-ci. Donc toujours à un mois du départ. Donc heureusement avec mon ami toujours Gilles Déol, il avait entre-temps ouvert une concession KTM à Choisy-le-Roi. Donc à Choisy-le-Roi, pas très loin de Maison-Alfort, et j'y étais vraiment tout le temps. On faisait les enduros aux couleurs de Choisy Moto, ça s'appelait. C'était place Roger de Lille pour ceux qui connaissent, hein, donc en bord de Seine. Donc on se dit, on n'a pas de moto, etc. On va préparer des KTM à la hâte, puisque la réponse d'Honda, on l'attendait, et elle était négative. Donc, et on est parti avec des 240 KTM standard. Joël Kerel, qui était le patron avec Yves Cosson de Royal Moto, importateur KTM, nous a fait des réservoirs pas très beaux, hein, ceux qui ont vu les photos. Mais l'avantage, c'est qu'il faisait 45 litres. Donc, vous voyez, donc c'était la contenance qui était extrêmement importante. Mais on s'est vite aperçu que la consommation dans le sable, avec 45 litres, on faisait 200 km. Ouais. Donc c'était des gros carburateurs Bing de 38, pour ceux qui connaissent, qu'on fait de l'enduro. Et ça consommait plutôt 25 litres au 100 que 10 pour une 500 XT. Donc Gilles et moi, on s'est condamnés à emmener un sac à dos avec 20 litres d'essence, mélange même, et d'huile. Donc toutes les étapes, on partait avec 45 litres de réservoir et 20 litres derrière. Donc ça a été un rallye de Dakar très difficile, hein, physiquement, hein, plutôt même épuisant. Surtout qu'on avait toujours les fameuses 500 XT qui, elles, étaient sobres et performantes contre nous. Et on a quand même fait très bonne figure. Moi, j'ai fait 6e moto au classement général. On avait un classement moto séparé, ça commençait. Thierry et Sabine avaient décidé de séparer les classements. Pourquoi? Parce que la FFSA, Fédération Française du Sport Auto, avait dit bon, on ne peut pas laisser les motos gagner, vous voyez, c'est pas normal. Une voiture, c'est quand même plus rapide. Donc Thierry avait accepté de faire un classement auto et un classement moto. Donc avec cette KTM, j'ai dû gagner 5-6 spéciales et mon ami Gilles Déol aussi. Donc Gilles a eu des déboires, moi j'en ai eu aussi, j'ai cassé 2 moteurs, mais bon, on a quand même bien figuré. Et ensuite, bon, l'aventure des rallyes africains continue, cette fois-ci avec Honda. 1981, là on repart avec les Honda entre guillemets officiels. Malheureusement, c'est pas une très bonne année. Elles sont préparées chez Honda France. Il y a eu pas mal d'erreurs sur les bases de 350 XL. Les moteurs sont très fragiles. Il faut se souvenir que c'est le seul rallye où Cyril Neveu est classé dernier. Donc, vous voyez, et moi, je suis classé au final 5e de mémoire. Et donc, j'ai gagné quelques spéciales. Les motos étaient rapides, mais n'étaient pas fiables. Donc ça nous ouvre quand même la porte aux premières motos réellement faites à l'usine, et c'est 1982, où là, bon, globalement, on a des motos performantes, supérieures au Yamaha, je pense. En plus, nous, on a beaucoup d'expérience. Cyril gagne la course et moi, je fais 2e. Donc on gagne pas mal de spéciales, on est performant. J'ai été en tête de ce rallye aussi quelques temps. Et Cyril est plus régulier. Peut-être un peu plus malin, on va dire, allez, on va pas hésiter, et globalement, bon, il gagne son 4e rallye, donc une fois dernier, 4 fois premier, donc félicitations à Cyril. Donc là, on est sur les bonnes années Honda. 83 est une bonne année, sauf pour moi, puisque avec Gilles, malheureusement, alors c'est vraiment un coup du destin, puisqu'on se perd alors qu'on ne roule pas forcément complètement ensemble, mais on se perd dans la tempête du Ténéré, et là c'est un souvenir un peu difficile à effacer, parce que déjà je suis en tête du Dakar quand on se perd dans cette tempête de sable, qui est une très très forte tempête. Je sais que Thierry s'est posé longtemps la question, est-ce qu'on les laisse partir ou pas? On n'y voyait pas grand chose, c'était difficile avec la pression de la course. Il aurait plus fallu rouler façon raid que façon course. Donc on a loupé, Gilles et moi, indépendamment, le ravitaillement d'essence au milieu du Ténéré. Pas forcément bien suivi le roadbook, était très difficile à suivre dans la tempête de sable. Et donc on se perd, et ça dure 3 jours malheureusement. Donc c'était les premières balises qui étaient repérables par les avions.
Et malheureusement, les balises, quand on les déploie, on s'aperçoit qu'elles ne fonctionnent pas. Donc globalement, on nous a longtemps accusés, mais je voudrais lever le doute, de les avoir remplacées par un bidon d'essence. En fait, non, on les avait, mais bon, globalement, elles n'ont pas fonctionné. Donc, on reste une première nuit à dormir dans le Ténéré, sous les étoiles. Bon, c'est assez sympa, mais dans le cadre, je dirais, de la compétition, ça l'est moins. Et puis, la nuit, il fait très froid, hein, en janvier, dans le désert, et en plein jour, il fait quand même assez chaud. Donc, globalement, on se dit, on se laisse jusqu'à la prochaine nuit pour décider. On attend les secours, on n'attend pas. Donc, globalement, avec Gilles, qui globalement m'a rejoint à un moment donné, lui aussi un peu égaré. Il me dit, bon, on décide tous les deux, qu'est-ce qu'on a? En nourriture, on n'a rien. En eau, on a un demi-litre pour tous les deux. Hein, donc ça fait court. Et on se dit, si on reste là, on va y rester, quoi. Donc on se consulte, hein, on tire pas au sort, hein, mais on est tous les deux d'accord. Et heureusement qu'on était à deux d'ailleurs. Et la nuit d'après, on décide de marcher, quoi. On sort notre carte 153 Michelin, pour ceux qui connaissent, on n'avait pas la carte détaillée, et globalement on se dit, on pense qu'on est là, la piste elle doit être sur notre gauche, au pire on a entre 50 et 100 km. Voilà ce qu'on se dit, et nous voilà partis, puisqu'il n'y a que la nuit qu'on peut marcher, hein. Donc, et on se repère à peu près, etc., etc. On marche une première nuit. Donc globalement, c'est fatigant parce qu'on a des bottes, c'est fatigant parce qu'on n'est pas équipé. On a dû, évidemment, vous l'avez compris, on a dû laisser les motos. Donc c'est vraiment psychologiquement plutôt dur. Et donc globalement, on se dit, faut y aller, faut y croire. Donc beaucoup de journalistes, puisqu'on a été interviewé quand on a été retrouvé, bien sûr, vous le savez, puisque je suis là, beaucoup de journalistes ont dit, mais vous n'avez pas eu de spleen, de peur, de machin. J'ai envie de dire non, puisque déjà, on a l'avantage de se connaître très bien avec mon pote Gilles, on a l'avantage de courir toute l'année, donc on a l'avantage de globalement être plutôt résistant et solidaire. Quand on fait les courses de 24 heures, à l'époque c'était à deux. Quand vous faites des 24 heures de Barcelone par 38 degrés, vous savez, c'est aussi dur qu'une étape de rallye africain. Et donc, globalement, on se dit, on marche. Donc, chacun a son rythme, on s'attend, des fois lui devant, des fois moi. Et puis, on va dire, à l'aube du troisième jour, on aperçoit très 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 loin des phares. Voilà. Donc, le soleil se lève. Et là, le courage nous revient, hein. C'est plutôt, en fait, le manque de boissons et de nourriture qui nous faisait faiblir, plutôt que le mental, heureusement. Et donc, 4 ou 5 heures après, on a rejoint la piste, où on avait aperçu ces fameux phares. Ils devaient être plutôt entre midi et 14 heures de mémoire. Et là, les véhicules de l'organisation, TSO, qui nous cherchaient un peu partout. On m'a raconté après que Jean-Pierre Chapelle, au JT de 20h, avait annoncé quasiment notre décès, quoi. Au bout de 3 jours, les deux motards, en plus on était amis avec Jean-Pierre et Jean-François Dunac, puisque évidemment on se côtoyait toute l'année dans les courses. Donc on s'est, évidemment on est ravis et très déçus d'avoir raté la course, surtout pour ma part étant en tête du rallye. Quand même l'objectif quand on est pour une usine, d'essayer de gagner. Et puis le rallye a continué sans nous. On a quand même été à l'arrivée avec mon confrère Gilles Déol pour fêter le vainqueur. De mémoire, c'était la BM d'Hubert Auriol. Donc, et puis après, les Dakar continuent. Alors je vous ai parlé des Dakar, mais on a une année de rallye africain complet, hein. On fait le rallye de l'Atlas, on fait la Tunisie, on fait tous des assez bons résultats quand même dans ces rallyes. On est parmi toujours les favoris. On fait également des rallyes un peu plus lointains, comme la Baja mexicaine que je fais avec Cyril Neveu. On fait les Bajas espagnols, on fait vraiment toutes les courses tout-terrain qui peuvent se présenter.